Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Plus d'infos en fin d'émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et nous nous retrouvons pour un nouveau The Visitor. Quand on est passionné de science-fiction, on est passionné d'exploration spatiale, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec la série d'Apple TV For All Mankind. Et qui de mieux pour en parler que Sébastien Carassou. Sébastien, je suis ravi de te recevoir sur le Nexus 6. Mais je suis ravi d'être là, capitaine. Tu es docteur en astrophysique, spécialiste de l'évolution des galaxies. Tout à fait. Je ne me trompe pas. J'ose espérer que t'es passionné de l'espace, quand même, un Non, petit mais peu. j'ai été biberonné à l'espace. Qu'est-ce qui a créé cette passion? Je suis arrivé à la science via la science-fiction. J'ai eu ma grosse phase fan de Star Wars, de Carl Sagan, d'Asimov, d'Arthur C. Clarke, etc. Donc je suis vraiment passé par toutes les phases du fan de SF. Et c'est les thèmes qui sont associés à la science-fiction qui m'ont rendu passionné d'espace. C'est quoi ton premier souvenir de science-fiction? C'était Star Tour, l'ancienne, du coup, il y en a une nouvelle maintenant qui a été faite. Moi j'ai grandi avec cette attraction-là. Elle m'a laissé des images indélébiles dans la tête. T'avais quel âge? Je devais avoir 6-7 ans. Et tu connaissais pas Star Wars avant ça? Non. Donc après t'as regardé les films. Ensuite, j'ai regardé la prélogie en premier. Ah. Ensuite, j'ai regardé les vrais films. Très bien, très bien. Donc, j'ai été fan de Jar Jar Binks avant d'être fan de Mon Dieu. la vraie trilogie. Il en existe. Très bien. On va parler aujourd'hui de For All Mankind, donc série Apple TV, qui est une uchronie. Est-ce que tu pourrais nous définir l'uchronie? Alors, l'Uchronie, ça part d'un point de divergence dans le temps et ça imagine les conséquences de ce point de divergence qui font effet boule de neige et qui créent une timeline parallèle à la nôtre. Et donc, ça nous montre qu'est-ce qui se serait passé si... Donc dans For All Mankind, le point de divergence principal, c'est que ce sont les soviétiques qui arrivent sur la Lune avant les États-Unis. Tout à fait, juste la veille, le 20 juin 1969. La première scène du premier épisode, c'est tout le monde s'installe devant la télé, tu vois un module lunaire, tu te dis les Américains arrivent sur la Lune et on voit le drapeau soviétique s'hisser quoi. Ouais, et ça crée un énorme traumatisme à l'échelle nationale. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette introduction-là. Quand on regarde des images d'archives de la conquête spatiale, t'as énormément de mythologie américaine qui est créée à partir de ce moment-là précis. Et c'est un triomphe à l'échelle nationale, internationale. On voit que des visages souriants. Puis là, c'est exactement l'inverse. Mais les Américains, ils font la gueule. Et du coup, ce qu'on va suivre dans cette série, donc qui est composée de 3 saisons, c'est que le fait que les Soviétiques soient arrivés sur la Lune avant les Américains a fait que la course à l'espace ne s'est jamais terminée. Ça a été une surenchère jusqu'au bout. Et du coup, dans les années 70, on a déjà des stations lunaires. Dans les années 90, on est déjà sur Mars, etc., etc. Ça va incroyablement vite, d'ailleurs. Exactement. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette série? J'ai trouvé ça assez incroyable. Comme j'ai toute cette culture de SF, je pensais vraiment avoir tout vu sur l'exploration et la conquête spatiale en termes de produits culturels. J'ai vu l'étoffe des héros, j'ai vu Apollo 13, toute cette mythologie autour des astronautes super compétents, on appelle ça le competence porn. Ouais. Et je m'attendais à une série exactement pareille. Il y a un petit peu de ça, mais pas que. Parce que j'aime dans la science-fiction, c'est quand elle est politique. For All Mankind, c'est une série qui parle de sujets très très contemporains avec un setup qui est plusieurs décennies en arrière. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, quoi. Du coup, je la recommande à absolument tout le monde aujourd'hui. Très bien. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi? Moi, c'est très clairement le monde dans lequel on aurait dû vivre. Rien que ça. J'adore cette série, mais elle crée chez moi une énorme frustration. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté le 21e siècle. Ouais, je comprends. Et avec grand plaisir, puisque pour moi, on avait pris beaucoup trop de retard dans la conquête spatiale. En plus, je sais qu'à votre époque, là, il y a la mission Artemis qui va commencer. 2025, ouais. On retourne sur la Lune dans cette timeline. Ouais, 70 ans en retard. C'est quand même désespérant. Donc j'adore cette série, je la conseille aussi à tout le monde, mais quand je la regarde, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'être triste, pour plein de raisons. Tu prends le traitement des personnes LGBT ou des femmes dans la conquête spatiale, de la guerre froide à aujourd'hui, il y a de quoi être frustré. Mais du coup, la série crée des moyens de parler de ces sujets-là, aujourd'hui, au 21e siècle, dans notre timeline, avec ce présupposé fictif. On va développer tout ça. Et en attendant, un petit quiz. Normalement, celle-là, tu connais la réponse, donc pas de pression. Parce que franchement, si tu réponds pas à celle-là, tu peux rendre ton doctorat direct. Pas de pression, on a dit. À quoi correspond le M dans la dénomination de certains objets célestes? Ah, celle-là, elle est facile. Ça, c'est le catalogue de Messier. Voilà, Exactement. Charles Messier, qui a fait le premier catalogue d'objets célestes. Qui a été modifié après. Cite-moi un autre catalogue. Il y a le New General Catalogue, Le le NGC, dans lequel on peut avoir beaucoup plus d'astres. Tiens, du coup, c'est quoi M1? Eh ben, c'est la nébuleuse du crabe. Ah, il est fort. Eh oui. Le nom du premier rover sur Mars. Sojourner. Ah, joli, t'es pas tombé dans le piège. Sojourner, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent Pathfinder. Eh oui, non, c'est le rover la mission, Sojourner, ouais. La mission Pathfinder. Tout à fait, tout à fait. Mais moi aussi, j'ai des questions. Ah, Et j'espère que tu es très très bon parce Ah, que merde. je t'ai pas gâté. enfoiré. Parce qu'il faut savoir que moi je pose que des questions dont je connais la réponse. Je suis pas un salaud, hein. Moi, j'ai fait plein de Ah, recherches. le salaud.
Et vas-y, balance. Ok, dans la série, Erin Hendricks devient la première femme à occuper le poste de directrice des lancements de la NASA. On est dans les années 70. Ok. Dans la vraie vie, c'est qui la première femme à avoir été directrice de lancement et c'était quand? J'en sais rien du tout. Allez, je vais être un peu optimiste, c'était dans les années 90. C'était en 2022. Ah la vache, C'était c'est horrible. cette année. Ouais, mais moi j'ai été enlevé du 21 e siècle en 2019. Ah oui, non, mais Donc, oui, je peux pas savoir. Tu pouvais moi. pas savoir, Je peux tu pouvais pas savoir, mais c'est savoir. quand même Shirley Blackwell Thompson, première femme launch director de la NASA. Bravo. Donc on est vraiment pas dans la bonne timeline. hein. Donc les Russes arrivent sur la Lune, la conquête spatiale prend un essor incroyable. Qu'est-ce que t'aurais à dire sur cette évolution? Elle me semble assez rapide, mais pas trop rapide non plus, ce qui fait qu'on est toujours dans le réaliste, peut-être pas, mais dans le plausible. Il y a beaucoup d'images d'archives qui sont utilisées. Les Russes, ils avaient développé cette fusée là, qui est un peu la Saturn V soviétique, qu'on appelle la N1. Alors dans la vraie vie, elle a eu 4 vols d'essai qui sont tous finis en explosion. Ils auraient jamais pu arriver sur la Lune, mais en pratique, si on part de ce présupposé-là, si on avait mis beaucoup plus de moyens que ce qu'on a mis en pratique dans cette épopée spatiale, peut-être qu'on serait arrivé sur Mars dans les années 90. En fait, dans la vraie vie, il y a déjà eu des projets pour aller faire des voyages vers Mars. Vous savez, cet ingénieur américain là qui s'appelle Robert Zubrin, qui est un gros lobbyiste de l'exploration martienne, qui depuis les années 90 propose son projet The Case for Mars pour essayer de visiter Mars et de faire mourir des gens sur place. On parle pas de les ramener. Mais l'important c'est de à la suite, réussir. hein. Mais l'important c'est de réussir, exactement. C'est d'aller au-delà des frontières, machin, pout-pout. j'en sais rien. Exactement. Ça semble plutôt plausible. Après, bon, évidemment, ça utilise des technologies qu'on n'a clairement pas pour l'instant, mais qu'on aimerait bien avoir hein, si on voulait faire des voyages longue durée comme ça. Ce qui est intéressant dans la série, je trouve, c'est qu'ils gardent quand même des événements qui se sont passés, mais avec une charge, je dirais, émotionnelle et historique un petit peu plus élevée, Ouais. dans le sens où non seulement la conquête spatiale continue, mais l'URSS ne s'écroule pas. Tout à fait. Donc ça donne une force plus importante à tous ces événements qui vont se passer au fur et à mesure de la série. À la poignée de main dans l'espace, entre Soyuz et voilà, qui s'est réellement passé, mais qui dans la série se passe selon des conditions un petit peu différentes. Exactement, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ça part de vrais événements, mais ça les modifie un tout petit peu pour cadrer avec le reste de la série, mais on part sur les mêmes problématiques. Par exemple, créer un mécanisme d'amarrage qui soit pas des prises mâles et femelles, parce que personne veut être la prise femelle entre les soviétiques et les américains. C'est vraiment arrivé. En 75, la mission Apollo-Soyuz, ils ont dû développer un mécanisme d'amarrage pour qu'il soit complètement hermaphrodite. Ils y sont arrivés, mais ça a causé d'énormes ressources supplémentaires et d'énormes problématiques qu'on n'avait pas du tout avant, et juste pour des raisons diplomatiques et complètement misogynes. Et c'est là où la série est quand même très forte au niveau émotionnel, parce que ça se fait dans un cadre où il y a des tensions qui sont en train d'exploser, mais les astronautes et les cosmonautes décident d'eux-mêmes, à l'encontre de leur hiérarchie, de se rencontrer et de faire cette poignée de main. Et ça, c'est un très très beau moment. Il y en a plusieurs comme ça, où les astronautes découvrent leur agentivité malgré la bureaucratie énorme, les tensions avec les gouvernements, etc. Ils se rendent compte que ce sont des humains qui sont loin, personne ira les chercher pour pouvoir... voilà. Et ils se rendent compte qu'ils ont ce pouvoir-là, et ils se servent de leur contre-pouvoir pour faire des trucs qui ont une symbolique immense. Et c'est beau, en fait, c'est beau. La plupart du temps, c'est pour promouvoir cet esprit de collaboration dans cet environnement super hostile qui est l'espace. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette série, c'est de se dire que l'histoire, c'est des choix individuels qui font effet boule de neige et qui peuvent amener à des conséquences énormes par la suite. C'est pas une succession linéaire de progrès. Le progrès, il est toujours contingent. Vraiment, ça fort. Je sais pas ce que t'en penses, mais souvent dans les séries américaines où on met en scène des soviétiques, je trouve qu'il y a une forme de diabolisation. Ouais. Là, je trouve que la série est quand même assez juste, en tout cas au niveau des individus. Les soviétiques ne sont pas tous des gros tarés. Il y a quand même une forme d'ouverture vis-à-vis d'eux. J'ai apprécié la série pour ça. J'ai bien aimé le fait que ce soit les Américains qui tirent les premiers sur la Lune. C'est vrai que c'est des Américains qui sont bellicistes, là, pour le Oui, coup. à cause de tous les préjugés qu'ils ont sur les Russes. Pour une production américaine, ça soulignait quand même. En plus, ils développent des armes dans l'espace, pire idée du Ce monde. que n'avaient pas fait les soviétiques, pour le coup. Et sur un quiproquo, on a un Marines qui tue un soviétique, mais de manière la plus horrible possible, hein, parce que ça crée une combustion interne dans sa combinaison, ça le brûle vif, vraiment intéressant, parce qu'après, il y a des mécaniques de vengeance qui font que la Lune, elle est coupée en deux. Tu l'as abordé, mais donc l'évolution, elle n'est pas uniquement sur la conquête spatiale, c'est aussi sur des questions sociales, politiques. Notamment sur la question des femmes, et qui est extrêmement bien traitée, qui met en avant des projets qui ont été avortés dans la vraie vie, mais qui sont super développés dans la série. Le programme Mercury 13, ces femmes qui ont eu les mêmes entraînements psychologiques que les astronautes, les mêmes tests, et qui auraient pu devenir des astronautes. En pratique, la NASA, dès qu'elle a pris ça, elle a complètement évacué ces femmes. De Molly Cobb, qui est cette astronaute super badass, elle a vraiment existé, elle a pas volé dans la vraie vie. Ça met en avant ce programme-là, qui aurait pu être une avancée considérable pour les Américains pour envoyer des femmes dans l'espace. Les soviétiques ont toujours été en avance. Valentina Tereshkova, qui est partie en 62, première et deuxième femme, parce qu'il y a Svetlana Spatskaya, qui est partie aussi en 63, et il a fallu attendre 20 ans avant que les Américains
envoie une femme, alors que dans la série c'est quand même beaucoup mieux et ça va même très très loin parce que ces femmes qui deviennent astronautes finissent par prendre des positions de pouvoir dans la société très très fortes. Et ça montre que voilà, des petites décisions individuelles peuvent amener à des répercussions énormes. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que moi qui suis un avocat d'exploration spatiale, tu as le sentiment que l'exploration spatiale permet d'ouvrir les esprits. Dans le monde réel, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que là, l'élément divergent qui est on est en train d'explorer l'espace, bah là, on prend cette décision. Sur d'autres sujets, notamment tu le disais, les personnes LGBT, les choses n'évoluent pas beaucoup plus vite parce qu'on voit que c'est une problématique qui est quand même présente jusque dans les années 90 même. J'ai bien aimé que la série parle de ce sujet dans le sens où, et c'est ce que tu m'as dit, tu t'étais jamais posé la question de comment ça avait été traité par la NASA dans ces époques-là. J'ai fait quelques recherches. En ce moment, il y a tout un débat autour du James Webb Space Telescope. C'était l'administrateur de la NASA pendant l'époque d'Apollo. Dans les années 50-60, a participé à ce qu'on a appelé la peur violette. Ce licenciement massif de personnes LGBT dans la NASA. Purges qui ont continué pendant les décennies qui ont suivi Apollo. Ça a mené au licenciement de 5000 employés LGBT fédéraux. Ça a créé une culture dans la NASA où il n'y a pas de coming out ouvert qui a été fait par des astronautes notamment. Sally Ride, la première astronaute lesbienne, du coup, on l'a su après sa mort. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, dans la vraie vie, on n'a toujours pas d'astronaute LGBT qui a fait son coming out de manière volontaire. Public, volontaire. C'est un peu la politique du don't ask, don't tell. Exactement. Qu'ils ont notamment avec l'armée, je crois. Les 2/3 des astronautes américains sont des militaires. Du coup, entre 93 et 2011, t'avais cette directive don't ask, don't tell. Donc si ils faisaient leur coming out, ils étaient virés de l'armée. Et d'ailleurs, c'est repris un petit peu dans la série, cette thématique-là, avec Uniform First Act, qui est un peu le miroir de cette politique-là, mais qui sert en pratique à faire avancer l'histoire. Si j'avais une critique sur l'évolution qui se fait plus rapidement par rapport au monde réel, c'est sur la question écologique et énergétique. Ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, très rapidement, ils découvrent l'hélium 3 et ils maîtrisent la fusion nucléaire d'une manière assez gadget, quoi. Ouais. Alors que malgré, effectivement, des découvertes qu'on peut imaginer plus rapides du fait de l'exploration spatiale et des technologies qu'on va développer grâce à ça, maîtriser la fusion, ça nécessite des moyens qui sont quand même au-delà de tout ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, thématiquement, ça aurait été intéressant que reste la problématique écologique dans la série, alors qu'elle est complètement évacuée parce que dès les années fin 80, début 90, on a la fusion, donc énergie propre pour tout le monde partout sur la planète. Et elle est d'autant plus évacuée qu'il n'y a aucune remise en question du système socio-technique et des infrastructures qui sont nécessaires pour distribuer l'énergie de la fusion nucléaire. Il ne s'agit pas juste d'avoir des centrales, il faut aussi stocker l'énergie, la rendre accessible à tous les pays du monde et à toutes les classes sociales. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Le seul truc social qui est pris en compte, c'est le fait que ça fait perdre des jobs sur les gens qui travaillent sur les oil rigs dans le pétrole. Mais à part ça, voilà, on a résolu le changement climatique. C'est vraiment l'élément le moins réaliste de la série. En plus, ça pose plein de questions, parce qu'à la limite, imaginons on atteigne la fusion, s'il y a que les États-Unis qui ont réussi, ils peuvent faire un monopole sur cette énergie, créer des situations problématiques par rapport aux autres pays, comment on revend cette énergie ou pas, est-ce qu'on la garde pour nous ? Tout à fait. Surtout qu'on est toujours dans une guerre froide, donc c'est des tensions géopolitiques, donc ça peut être des cibles potentielles pour des pays ennemis. Après, il y a une saison 4 qui est prévue, peut-être que à la limite. Mais c'est vrai que le côté écologique, surtout quand on parle d'exploration spatiale, puisque c'est aussi une chose qu'on dit souvent et qui a tendance à m'énerver quand on me dit mais pourquoi on essaye d'aller sur Mars alors qu'on a des problèmes sur Terre, alors que pour moi ça n'a rien à voir, on pourrait faire les deux, sauver la planète et aller sur Mars, mais bon bref. Mais du coup c'est une question qui pourrait se retrouver dans la série, et malheureusement... C'est quelque chose qui est avancé, mais qui est jamais traité de manière suffisamment... Oui, on le voit vraiment rapidement, quoi. Écoute, on va parler un petit peu des personnages. En attendant... Un quiz. Quelle est la particularité de Mimas, le satellite de Saturne ? Mimas, c'est celui qui ressemble à l'étoile noire, non ? Putain, il est fort. Ah. Le cratère d'Herschel dessus. Excellent. Effectivement. Et Japet ? Japet. Japet. Non, Ah, c'est moi, je dis Japet. Japet, moi. Ah, Bon, je sais plus. C'est peut-être Japet. Au hasard, c'est celle qui est yin-yang, avec une surface sombre et une surface Alors, claire. ouais, ça c'est une des spécificités, effectivement. Il y a une face très très sombre et une très très éclairée. Mais il y a aussi une crête équatoriale très prononcée. J'ai extrêmement honte de pas savoir ça. Sur les 350 astronautes de la NASA, combien sont des Noirs américains ? Ah, combien, je sais pas. Je dirais qu'il y en a pas plus de 10. T'es un peu pessimiste, Ah ouais ? mais pas beaucoup plus pessimiste que la réalité. 15 ? Il y en a 15. Est-ce que tu connais le premier Noir américain à avoir été dans l'ISS ? Non. Victor Glover, qui a été sélectionné pour faire la mission Artemis. Ah oui. Dans les années 2025. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de personnages dans la série, il y en a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Il y a Ed et Gordo au début, qui sont les astronautes à l'ancienne des années 60. Gros masculin. Ouais, qui vont évoluer, mine de rien. Il y a donc toutes les femmes du projet 13, qui elles aussi, au final, sont des femmes des années 60, mais qui vont s'empouvoirer et gagner en galon. Après, on est vraiment sur quelque chose de multigénérationnel. On va suivre leurs enfants. Je trouve que ça apporte une assise émotionnelle qui est très très forte. C'est pas juste la grande histoire avec les grands héros, etc. Et ça crée des tensions interfamiliales et interpersonnelles qui font que c'est
ça qui rend le truc sur plusieurs décennies engageant pour le spectateur ou la spectatrice. Parce que du coup, en gros, on va suivre les carrières de chacun, et ces carrières vont prendre des directions des fois un petit peu différentes. Mais c'est qui ton personnage préféré? Et j'ai plein de personnages préférés. James Cobb, le mari de Molly Cobb, je le trouve absolument génial. Il est supportif depuis le début de la série jusqu'à la fin. Vrai. Un mec qui dénote par rapport au reste des mecs de son époque. C'est intéressant parce que c'est un personnage tertiaire. Mais c'est un personnage qui fait que Karen peut évoluer aussi. Karen qui est la femme de Ed Baldwin, l'un des premiers hommes sur la Lune et sur Mars. T'as raison, cette relation d'amitié complètement platonique, c'est rare. Et c'est d'autant plus rare que c'est précieux, quoi. Moi j'ai vraiment envie de voir ça plus. C'est ça que j'aime bien en fait dans la série. Ce traitement des personnages subalternes, les personnes proches des astronautes, qui sont les grands héros, mais qu'est-ce qu'ils laissent derrière ces gens-là? C'est ce personnage de Karen qui a un arc absolument génial à mon sens. C'est vrai que c'est une femme, vraiment pour le coup, la femme classique des années 60, la femme au foyer, et qui est en plus contente de sa condition à ce moment-là, au départ. Et pas féministe pour un sou. Petit à petit, elle évolue, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup Danielle Poole, astronaute afro-américaine, la première, non seulement parce que elle va avoir une amitié très forte de camaraderie avec Ed, avec Gordo, qui eux sont donc les astronautes un peu à l'ancienne, et elle va les faire évoluer. C'est elle qui a vraiment l'évolution la plus belle, parce que au début, c'était clairement pas sûr qu'elle irait dans l'espace, puis finalement, elle finit par être une des premières personnes à aller sur Mars, mais là, tout à fait. Ou la première, mais bon, c'est est-ce qu'on va spoiler jusque-là? Bon, regardez la série, mais... Et surtout, je trouve que c'est un très beau personnage, parce qu'elle a une belle vision du monde. Je pense qu'on est assez similaires sur l'exploration spatiale, justement, sur cette volonté d'aller plus loin. Ce côté internationaliste, de mettre la collaboration en premier. On va être très pragmatique, on a des problèmes, on a des gens qui sont compétents, il n'y a pas besoin d'avoir des conflits, on se focalise sur la mission. Et elle fait ça depuis le début de sa carrière jusqu'à la 3e saison. C'est cette capacité de se mettre complètement en arrière, mais tout en faisant face à des obstacles que les autres personnages ne font pas. J'ai trouvé ça très très beau. C'est compliqué de décider d'un personnage réellement préféré parce que je les aime tous. Je m'attache à eux, je m'inquiète pour eux, et la qualité de la série, c'est que ces histoires des personnages sont assez intéressantes pour te passionner. Alors que, en fait, moi je regarde cette série pour regarder des gens dans l'espace. Mais, en fait, ce qui se passe sur Terre, leurs histoires, je ne me fais pas chier devant. J'ai plus le nom du personnage, mais celle qui va devenir donc président des États-Unis, qui est lesbienne et qui l'a caché toute sa vie, ont réussi à grimper les échelons jusqu'à ce qu'elle devienne présidente. Ça pourrait être juste une histoire comme ça, et puis voilà, mais en fait, quand on en arrive à la saison 3 et qu'elle se retrouve dans une situation très compliquée parce qu'on va finir par le découvrir, devoir se renier tant d'années pour un objectif, quand elle l'avoue, c'est hyper touchant. Et c'est là où c'est super bien écrit, parce qu'en plus, il raccroche quand même avec l'histoire globale de la série. Ça risque de mettre en péril des lois qu'elle voulait faire voter pour le financement de la NASA, etc., etc. Donc, c'est pas gratuit. Je peux pas m'empêcher de mettre ça en parallèle avec ce qui se passe vraiment aux États-Unis en ce moment, avec notamment la loi Don't Say Gay qui est entrée en vigueur il y a quelques mois en Floride. La série, il y a un propos politique très très fort en ce moment même en particulier. Tu vois, la preuve que en colonisant l'espace, les choses vont mieux. On peut revenir sur ce mot de colonisation de l'espace. C'est vraiment intéressant. Et la série aborde cette problématique de colonisation de l'espace avec cette tension entre Ed Baldwin et Kelly, la jeune exobiologiste là, qui est aussi sur Mars en même temps que son père. Elle étudie la vie extrémophile en Antarctique, etc. Et elle décide de faire des tests sur l'eau qu'on a détectée. Est-ce qu'on va forer cette eau pour soutenir l'exploration et l'installation humaine sur Mars? Ou est-ce qu'on attend encore pour faire plus de recherches pour voir si on va pas tuer des microbes au passage? Et il y a cette tension entre Kelly et Ed qui est vraiment en mode on va coloniser l'espace, c'est important qu'on exploite les ressources, et Kelly qui est là, non, il y a probablement des martiens, et ce serait vraiment la plus grosse erreur de l'humanité de les zigouiller. C'est pour ça qu'avec le mot colonisation, j'ai du mal, mais je suis content que la série ait traité de ce sujet. Il y a des réflexions qui sont faites aux États-Unis, t'as la Just Space Alliance, qui a pour but de rendre l'espace plus inclusif, plus équitable, et avec des réflexions sur la durabilité de l'exploration spatiale, justement avec des réflexions sur quels termes on utilise, et aussi quelles pratiques on va favoriser. Est-ce qu'on va favoriser des pratiques extractivistes? Est-ce qu'on va miner des astéroïdes? Est-ce qu'on va miner Mars? Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire? Ici, oui, qui devrait le faire? Est-ce que ce serait des grandes corporations? Est-ce que ce serait des grands gouvernements? Ou est-ce qu'on devrait réfléchir à des modes de gouvernance un peu alternatifs? Et il y a des réflexions qui sont faites aujourd'hui par des gens qui sont spécialisés en éthique, en exobiologie, en anthropologie, ou même des populations indigènes qui ont été colonisées et qui savent ce que c'est être colonisé. Et donc, de les inclure dans ce genre de conversation, ça crée des réflexions intéressantes. Malheureusement, c'est pas mis aussi en avant que ça devrait. On va parler du coup un petit peu du caractère réaliste de la série au niveau scientifique, etc. Mais en attendant... Un quiz. Quelle est la particularité qu'entretiennent la planète naine Pluton et son satellite Charon?
La particularité... Et je t'ai donné un indice en posant la question. Leur centre de masse, elle est à l'extérieur de la planète. Effectivement, le barycentre... Ouais, il est à l'extérieur extérieur de du- Pluton. En fait, c'est un système double qui tourne autour du même point. Ça m'inspire une question, ça. Hein C'est quoi la définition d'une planète selon l'Union astronomique internationale de 2006? Je sais plus. Il y a 3 critères. Je les avais lus, mais je saurais plus te dire. Faut que ton truc il tourne autour du Soleil, déjà. Bon, ça, oui, non, Premier d'accord. critère. Oui, mais oui, c'est une planète. Donc Il faut que ce soit évidemment. suffisamment gros pour avoir une forme ronde. Oui. Et il faut que tu aies nettoyé l'intégralité des objets de masse des similaire dans ton objets, orbite. Dans ton orbite. Et c'est ouais. pour ça que Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine, parce que dans son orbite, elle passe dans la ceinture de Kuiper. Exactement. Quel est le délai de communication entre la Terre et Mars? Je le sais. Au minimum et au Je maximum. crois que c'est 8-15 minutes. Non. Non. C'est entre 3 et 22 minutes. Donc ça dépend de la configuration entre la Terre et Mars. Oui, non, mais j'étais pas mal. Dans tous les cas, t'as 3 minutes de lag minimum. Ouais. J'étais pas mal. Non, j'étais là-dessus. Bah, tu peux te rattraper avec la Lune. Et on n'est pas sur de l'instantané, mais ça se compte en secondes. Exactement, bon. Une seconde à peu près. Un petit lag. Il y a un tout petit Ça va. lag. Comment se nomme l'ensemble dans lequel est notre Voie lactée? Et ensuite, tu remontes jusqu'à ce que tu puisses plus. Ok, t'as déjà le groupe local, donc Ouais. une soixantaine de galaxies liées gravitationnellement avec la Voie lactée. Mhm. Le groupe local est à la banlieue d'un truc qui s'appelle l'Aniakea. Ah, tu passes direct à la Niaquet, hein. T'aurais mis le cluster de la Vierge, c'est ça? Le super amas de la Vierge, oui, quand même. Bah en fait Avant. on n'est pas exactement dedans, c'est l'amas le plus proche de nous. En fait ça a été remanié D'accord. après la découverte de l'Aniakea en 2014. Mhm. Et ce super amas de l'Aniakea donc qui se trouve dans la toile cosmique, cette espèce d'arrangement de matière qui ressemble à une toile d'araignée, essentiellement invisible, fait d'une matière invisible mais avec du gaz aussi sur lesquels se tissent des galaxies. Et ça c'est très très beau. Et là on peut pas aller beaucoup plus loin que ça en termes de structure cosmique. Exactement. Personnellement, j'aime beaucoup ce que tu appelles le compétence porn, ou ce que j'appelle le space porn, c'est-à-dire juste voir des trucs s'amarrer, des vecteurs de trajectoire. J'adore ça. Bon, on est dans une série qui se veut assez réaliste pour moi. Comment tu jugerais la véracité scientifique de la série? La série a eu un beau consulting scientifique pour le coup. Il y a vraiment beaucoup d'accent qui est mis sur comment créer des problèmes qui ont une tension narrative intéressante et comment travailler ensemble pour pouvoir les résoudre. J'ai beaucoup aimé l'accent qui est mis sur le côté réaliste du vaisseau pour aller sur Mars. Donc avec cette roue spatiale dans laquelle on va mettre de la gravité artificielle, et ce qu'on n'a pas dans le vaisseau de la NASA parce qu'ils ont moins de budget visiblement. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les dangers de l'espace. J'ai trouvé ça ultra réaliste du style. À un moment ils sont confrontés à une tempête solaire. Alors c'est la première fois que je vois les résultats d'une tempête solaire sur la Lune visuellement. Super sad. Pour être très honnête, j'ai aucune idée d'à quel point c'est réaliste ou pas, parce que je pense qu'on n'a jamais mis de caméra sur la Lune pour voir qu'est-ce qui se passe dans une Oui, tempête parce qu'il y a une solaire. forme de miroitement qui se crée. Ouais, il y a le sol qui grésille. Qui grésille, ouais, Et je sais pas. j'ai trouvé ça absolument magnifique et ça m'a vraiment fait poser des questions sur à quel point on a vraiment ça sur la Lune. En fait, tous les problèmes qui sont possibles d'avoir dans l'espace, ils les ont à un moment donné. Ils ont vraiment pas de bol. Ils ont les tempêtes solaires, ils ont les radiations, le débris spatial qui va créer un problème avec une portée incroyable. Ah, c'est le syndrome. Comment on appelle ça? Le syndrome de Kessler. Syndrome de Kessler. Ce développement exponentiel des débris spatiaux, un débris spatial qui percute un satellite, qui percute un autre satellite, qui fait des millions de débris, etc. Et ça peut rendre des orbites complètement inexploitables en plusieurs décennies. Ça montre en fait que l'espace, c'est un milieu très hostile. On n'est pas biologiquement fait pour rester là. Si on va dans l'espace, on va mourir, voilà. Ça, c'est très très bien exploité. Après, il y a des scènes qui sont des tropes de science-fiction que j'en ai marre de voir, donc ça m'a un petit peu agacé. Par exemple. Quand les soviétiques se mettent à faire du terrorisme, à tirer sur la base lunaire, ça fait un énorme trou, ça aspire tout le monde de l'extérieur. En pratique, la pression atmosphérique, elle passe de 1 atmosphère à 0 atmosphère. Il y aurait pas ça, il y aurait une petite aspiration, les gens seraient pas aspirés vers l'extérieur, mais ça on le retrouve dans tous les films de Oui, SF. mais ça, c'est pour des Et ça raisons crée des de- tensions de- dramatiques, oui, je comprends, voilà, je non, comprends. mais ça, on peut Mais je l'accepter. suis chiant. Ouais. Non, mais je comprends. C'est mais- mon métier d'être chiant. Écoute, Seul sur Mars commence sur un mensonge éhonté Absolument. par rapport à la tempête de tempête poussière. martienne. Tout à et- fait. Ouais, je suis d'accord. Ça crée de la tension dramatique, mais c'est au prix d'un réalisme scientifique. Et j'ai trouvé ça d'autant plus dommage que la plupart des situations sont très réalistes par ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas de son dans l'espace par exemple, mais là ça aurait été abusé qu'ils le fassent. Quand les soviétiques et américains se rencontrent pour aller vers Mars, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement froid, Ouais. statique, alors qu'ils sont en train d'avancer dans l'espace, puisqu'il y a eu Tout une à fait, poussée. tout à fait. Mais comme les deux vaisseaux sont sur le même vecteur, voilà, c'est statique, et t'as l'impression que tu es seul, Ouais. face à rien. C'est très très bien mis en scène. T'as toutes ces scènes dans l'espace où t'as un jeu sur les échelles. Donc t'as une espèce de caméra fictive qui est en train de zoomer en permanence sur les vaisseaux. Et avec la même mise en scène que dans Battlestar Galactica. C'est Ce vrai. qui est pas un hasard, hein, parce que Ronald D. Moore a bossé sur On l'a pas Battlestar dit. Galactica. Le showrunner, c'est le même que Tout à fait. Battlestar. Et ça use des mêmes procédés narratifs et de mise en scène. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. On va conclure. Mhm. Mais en attendant, un petit quiz. Cite-moi au moins 3 noms des navettes spatiales américaines. Challenger, Columbia, Enterprise. Ok. Enterprise qui n'a jamais volé.
Exactement. sauf dans la série. Sinon, tu avais donc Endeavour, Atlantis. Tout à fait. Et Discovery. Ah, Discovery, c'est vrai. J'ai vu le dernier atterrissage de Discovery. T'as vu, moi je À suis la gentil. cité de l'espace. Ouais. Oui, t'es très gentil. Ouais. Voilà, moi je suis très méchant. C'était que le 3e homme sur Apollo 11. Michael Collins. Ouais. C'est quoi l'avenir de la conquête de l'espace, mon cher Sébastien Carassou? Eh ben, si j'étais devin, ça se saurait. Bah après, moi je vis dans le futur, mais j'essaie de... Donc ce serait à toi de me le dire. Non, C'est j'ai quoi pas le droit, c'est ça le problème. Bon, ça créerait des paradoxes. Non, j'en sais rien en fait. C'est très politics dependent. Le programme Artemis, il a été mis en place par Donald Trump parce que America First, il faut aller sur la Lune en premier. T'as les Chinois qui veulent aussi retourner sur la Lune, peut-être pour miner de l'hélium 3 comme dans la série. Les Soviétiques qui... Les Russes, pour le coup. Oui. C'est vrai que c'est compliqué à faire la différence à votre époque. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les Européens qui essaient de participer à cette exploration lunaire puis martienne. Il y a clairement une volonté politique d'aller explorer Mars d'ici 2050 pour l'instant. Après ça change au fil des années. Hein. Et puis t'as le New Space, donc toutes ces compagnies privées, Elon Musk, SpaceX, Blue Origin de Jeff Bezos, qui essaient d'avoir leur part dans tout ça. Honnêtement, je sais pas comment ça va évoluer. J'aime pas la direction que ça prend. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi? J'aimerais qu'on garde les patrimoines communs de l'humanité, déjà, notamment le ciel nocturne, les méga constellations de Starlink. satellites qui commencent à être assez omniprésentes, et il y a même des études qui disent que d'ici quelques décennies, on pourrait même voir plus de satellites que d'étoiles dans le ciel. En tant qu'astrophysicien, ça me ça me casse les couilles, voilà, on peut le dire comme ça. J'aimerais qu'on ait une évolution beaucoup plus régulée de l'exploration spatiale à ce niveau-là, en tout cas de l'exploration humaine et commerciale de l'espace. Après, en termes d'exploration scientifique, je trouve qu'on est dans un âge d'or, avec le James Webb Space Telescope, d'autres observatoires qui sont en train d'être construits, donc on n'a jamais été dans une époque aussi cool pour comprendre les lois de l'univers, l'habitabilité planétaire dans son contexte cosmique, et ça c'est vraiment stylé. Par contre, ça pose la vraie question de à quoi ça sert d'aller dans l'espace en tant qu'humain, et là on peut avoir un petit débat sur la question. Et c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est le scientifique avide de données qui parle. Mais après, ça, je peux le comprendre, parce que moi aussi, lire sur l'astronomie, avoir toutes ces informations, il y a cette gourmandise qui est merveilleuse. Tu passes de tel satellite de Saturne, t'es là, ouais, ok, et puis, il y en a un autre qui a l'air intéressant. C'est le moment où je me sens le mieux dans ma vie. Mais quid du voyage, Sébastien Vite du voyage, mais on peut explorer plein de choses encore sur Terre. Mais non, mais pour moi, les deux ne sont pas antithétiques. Il faut explorer encore plein de choses sur Terre, il faut explorer des choses en soi. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est personnel. Moi, il y a ce côté, la destinée manifeste, Oui, le destin de l'humanité. Oui, mais ça c'est un mythe. C'est un mythe qui vient du cosmisme russe, du début du XXe Bien siècle, sûr. Réutilisé par les Américains avec le mythe de la conquête de l'Ouest en disant c'est dans notre ADN, il faut qu'on aille vers l'Ouest. Bien Et, sûr. c'est la même logique aujourd'hui, l'exploration humaine de l'espace. J'aimerais qu'on continue à faire de l'exploration humaine de l'espace, mais en réfléchissant aux présupposés. Qu'est-ce qu'on sacrifie, avec quelles ressources on fait ça, qui décide quoi. Et une fois qu'on aura cette réflexion, je pense qu'on pourra faire de l'exploration spatiale humaine plus saine. Attention, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand je te parle de cette destinée, c'est une vision utopique, c'est-à-dire que pour moi c'est aussi un moment où on a amélioré notre société. Déjà je suis d'accord avec toi, je suis pour complètement supprimer tout ce qui est privé dans le spatial. C'est marrant parce que à l'époque justement où je trouvais qu'on n'allait pas assez vite, j'avais lu un livre de Stephen Baxter où il y a justement ce personnage dont j'ai oublié le nom qui est un entrepreneur qui crée la société le pied à l'étrier, il remet un petit coup de boost à l'exploration spatiale et il arrive à faire des missions, etc. Sauf que c'est vraiment un archétype qui est idéal, le mec est vraiment complètement désintéressé, le dirigeant éclairé, quoi. Sauf qu'on a des connards comme Elon Musk dans la réalité. Ouais, et d'ailleurs dans la série, c'est Dave Ayesa qui apparaît dans la saison 3, qui est cette espèce d'Elon Musk de gauche, entre guillemets. Mais parce que il est quand même il est très libertarien. mieux, oui, mais il est quand même mieux qu'Elon Musk. Voilà, il a une vision un peu communaliste du truc, mais en mode contre-culture des années 60-70, mais réalisé. Qui est un personnage intéressant, hein, parce qu'il est vraiment dans la zone grise de la morale de temps en temps. L'entrepreneur, visionnaire, le trope de notre époque, on va dire. À ce moment-là, quand j'ai lu Baxter, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il faudrait ce genre de mec, quoi. Donc on sent le tapin, mais qui est un idiot fini. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de pas du tout C'est vraiment recommandable. quelqu'un d'horrible. Et du coup, c'est très frustrant parce que, mine de rien, les fusées réutilisables, c'est quand même un truc de dingue. Alors, c'est pas lui, hein, c'est toutes les personnes qui travaillent là-dessus, mais je veux dire, quand tu vois ça, moi, ça m'a vachement ému. Non, en termes c'est- purement technologiques, c'est vachement cool. C'est incroyable. Et bah, c'est hyper frustrant parce que non, il faut que tout ça soit public, il faut que ce soit les gouvernements qui gèrent, il faut que ce soit contrôlé, réfléchi, sainement. Je sais pas si t'as lu un bouquin qui s'appelle Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, qui Non. moi est un des meilleurs bouquins de science-fiction que j'ai lu ces dernières années, et qui montre ce que pourrait être l'exploration spatiale si elle était gérée par des citoyens. Ça raconte l'histoire d'un voyage naturaliste envoyé avec un équipage qui est représentatif de toute l'humanité, choisi par un panel de citoyens, financé de manière participative. C'est un Kickstarter le truc, c'est un vaisseau d'exploration d'exoplanètes naturaliste. Donc on a des biologistes sur place qui sont là pour dessiner des trucs, pour essayer de comprendre les écosystèmes locaux. Et à chaque fois qu'ils arrivent sur une planète, ils font face à des problèmes éthiques. On doit pas déranger l'écosystème. Comment on fait de l'exploration sans nuire? Franchement, ça montre ce que pourrait être l'exploration spatiale si c'était
bien géré à mon sens. La bonne exploration spatiale humaine, pour moi, c'est ça. Du coup, on est d'accord. Tu acceptes quand même le côté purement romantique de l'action, qui pour moi est important. Pour moi, c'est vraiment une exploration artistique, humaine, une aventure, etc. Je t'avoue, je peux pas me dire qu'on va rester cantonné à la Terre. C'est un non-sens. Ne serait-ce que parce que ce serait un beau gâchis d'espace. Très très belle réutilisation. Je sais que c'est un besoin individuel qui est celui d'explorer. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ce besoin. Mais en tant qu'espèce, ça me paraît complètement incroyable de pas le faire, ne serait-ce que parce que on doit survivre. Et c'est-à-dire que même si on sauvegarde notre planète, etc., mine de rien, notre soleil va rendre notre planète inhabitable dans 1 milliard d'années, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc si on ne fait rien, notre espèce, elle est déjà condamnée. Ouais, mais tu dis ça comme s'il y avait un sentiment d'urgence. Pour moi, le sentiment d'urgence, il est sur le changement climatique dans, Oui. dans les 10 prochaines années, Oui, tu vois. et c'est là où effectivement je fais un transfert personnel qui est que à l'époque, au 21e siècle, j'aurais aimé pouvoir aller dans l'espace. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais rien n'empêche, on peut régler les problèmes climatiques, enfin essayer de le faire, et quand même prendre de l'avance Ça, je suis d'accord. sur l'espace. Ça, je suis d'accord. Et plus on prendra d'avance, mieux ce sera, parce que tu sais pas ce que tu peux découvrir aussi. On parle de l'hélium 3, ça suffira pas à maîtriser la fusion, mais ce sera déjà un premier petit pas. Faut pas mettre les œufs dans le même panier, faut tout essayer en même Je temps. suis d'accord. Mais on a 1 milliard d'années pour y réfléchir. Ouais, mais je serai plus là. Mais t'as raison, c'est ça le problème. C'est une question d'ego. C'est une question d'ego aussi. Je le reconnais. Je sais pas si t'avais remarqué, j'ai un ego. Ouais, je rigole. Sur ces mots Salaud, poétiques, je salaud. pense. Pour moi, c'est hyper important. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse pas être touché par ça ou ne pas avoir cette envie. Ah, moi je suis très touché par ça, et je veux dire, dans la série, il y a des très très beaux moments de pure sense of wonder, vraiment. Quand on voit tous ces astronautes sur la Lune en train de faire kumbaya en regardant un lever de soleil, c'est un pur moment d'émerveillement. Moi, c'est des plans qui me touchent particulièrement. J'aime beaucoup le message de la fin de la saison 3. Peut-être que je l'interprète mal du fait de mes biais. Mais ce qu'on voit, c'est donc à la fin de la saison 3, il y a cet attentat terroriste au Space Center qui tue des gens. Et il y a en même temps, en parallèle, un sauvetage sur Mars d'une femme qui en plus est enceinte. Donc le premier enfant à naître autre part que sur Terre. Et le message que j'en tire, moi, c'est que sur Terre, l'obscurantisme fait que des humains meurent. Alors que sur Mars, la science, l'imagination et fondamentalement le fait qu'on ait exploré l'espace sauve des vies. Ah, c'est une belle symbolique. J'avais pas pensé comme ça. Personnellement, j'avais réfléchi ça en mode tu pourras jamais empêcher les gens de niquer n'importe où. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Écoute, sur cette belle parole, on va se dire au revoir. Mais en attendant, un quiz. Quel était le nom du programme spatial et lunaire annulé par Obama en 2010? Constellation. Ah putain. Ah, trop bien. La capsule Orion, qui faisait déjà partie de ce programme, va être utilisée sur Tout à fait. Artemis. Tout à fait. Ah, j'aurais dû aller plus loin dans la question, ça m'énerve. Quelle est la particularité du pôle Nord de Saturne? Tu as un hexagone géant de gaz dans lequel tu peux mettre 4 planètes Terre. C'est très très joli. C'est l'un des coins les plus cool du système solaire. Je pense que tu l'as visité. Bah j'y suis passé 2-3 fois. Il est cool quand même. C'est plutôt pas mal. Et tiens, le pôle Nord de Jupiter? Ah bon, il y a des tempêtes, hein, des petites constellations de tempêtes. Exactement. Et c'est très très joli aussi. Je recommande à tout le monde d'aller voir les images de la sonde Juno et de la sonde Cassini, qui sont les meilleurs photographes du système solaire. Les images sont en accès public, c'est très très beau. C'est quoi la température à la surface de Mars? Moyenne. Moyenne, je saurais pas dire, mais on peut monter en été jusqu'à un tout petit peu au-dessus de 0 degrés Celsius. Je suis pas en Fahrenheit, excuse-moi. Sinon, on est sur du moins 80, moins 90. Moyenne, c'est moins 63. Il fait très froid. L'été, ça va, 0 degré. Bah bravo, Sébastien. Je m'attendais à pire. Je savais que j'aurais dû réviser les détails comme ça, les premiers gens à faire ci. Ah, Ah oui, bah moi je l'ai fait. je me vengerai. J'espère bien. Sébastien, merci beaucoup d'être venu sur le Nexus 6. Merci à toi. On résume, regardez, For All Mankind. Sans attendre. Maintenant, tout de suite. Arrêtez la vidéo. Je le répète, tu es astrophysicien, auteur, vulgarisateur, youtubeur, enfin vidéaste. C'est quoi tes news? J'ai un podcast bientôt qui arrive sur une plateforme très connue, mais j'ai pas le droit d'en parler plus pour l'instant. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Flash Cordon sur Twitter notamment. J'ai un bouquin, Le Cosmos et nous, qui est publié aux éditions des Équateurs, qui parle de questions existentielles que je me pose depuis tout petit. De quoi est-ce qu'on est fait? Est-ce qu'il y a eu un début à l'univers? C'est quoi notre place dans le cosmos? Ça veut dire quoi être vivant? Est-ce qu'on est seul dans le cosmos? Chaque une de ces questions, c'est un chapitre, et l'idée c'est de faire une synthèse philosophique et scientifique de ce qu'on sait sur ces questions-là en 2022. C'est un bouquin dans lequel j'ai mis un bout de mon âme, hein, c'est un Horcrux, hein, clairement. C'est super bouquin, bon. Et toi du coup? Mourir, Ah oui, effectivement, oui. c'est notre loi à tous. Merci encore, Sébastien. Merci à toi, capitaine. Je téléporte. C'est parti. À bientôt, Docteur Karasu. Salut. Merci citoyennes et citoyens d'avoir regardé cette émission. Et si vous souhaitez soutenir Nexus 6, n'oubliez pas notre Kiss Kiss Bang Bang pour la production du moyen métrage de la trilogie Nexus 6 et du making-of de ces 5 années de production incroyable. Il y a des contreparties de dingue qui vous attendent, le lien est dans la description. Et merci à NordVPN, notre partenaire.
Un VPN vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Votre connexion sera chiffrée et sécurisée, notamment en changeant votre adresse IP afin que vous soyez anonymisé et qu'on ne puisse pas accéder à vos données. Personnellement, je l'utilise beaucoup lorsque je suis sur la planète Floston Paradise et que je dois utiliser un réseau Wi-Fi public par exemple. Ou lorsque je dois accéder à un site bloqué là où je me trouve, puisque je peux me connecter comme si j'étais autre part. En tout cas, n'oubliez jamais les précautions basiques à avoir en matière de cybersécurité, comme vérifier les liens vers les sites que vous visitez, d'utiliser différents mots de passe pour vos comptes, ou encore d'être prudent avec les pièces jointes des mails que vous pourriez recevoir. NordVPN vous aidera sur tous ces aspects, notamment avec sa nouvelle fonctionnalité de protection anti-menace, qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés avant qu'ils puissent endommager vos données. Cette fonctionnalité pourra être activée même sans que le VPN soit actif. En allant sur le lien dans la description, vous aurez droit à une réduction pour un engagement de 2 ans et 4 mois gratuits. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. A très bientôt sur le Nexus 6, citoyennes et citoyens. Ciao.